Bonsoir à tous. Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Nicolas Sarkozy, de retour sur le terrain de la sécurité. 30 000 places de prison supplémentaires d'ici 6 ans. Encadrement militaire des jeunes délinquants. Projet condamné par le PS, mais qui amène Ségolène Royal à dénoncer une récupération. Les valeurs bancaires toujours chahutées par une série de rumeurs à la Bourse de Paris qui termine toutefois sur une hausse. Mais la Société Générale et BNP Paribas ont regagné le terrain perdu. Une partie en tout cas. Le Parti Socialiste présente son vade-mecum pour les Français souhaitant participer à ces primaires. Trouvez sur Internet le bureau de vote près de chez vous. Invité du 19 h tout à l'heure, Jean-Michel Baillet, président du Parti radical de gauche, qui se présente comme le seul candidat totalement libre de dire ses idées. Nicolas Sarkozy, mobilisé bien sûr par la crise économique et monétaire, il a parlé, on le sait, il y a quelques jours devant les députés UMP d'un risque de tsunami, n'oublie pas la sécurité en vue de sa campagne présidentielle. Il promet ainsi des places de prison et un encadrement des jeunes délinquants, venant ainsi renforcer le discours de Claude Guéant, son ministre de l'Intérieur. Et ce soir, Ségolène Royal s'estime copiée. Fabrice Cunet. À Solferino, le message est passé. Pas de réaction au discours de Nicolas Sarkozy sur les prisons. Pas de réaction, sauf une, celle de Ségolène Royal, dont l'idée d'un encadrement militaire de certains jeunes en difficulté est reprise par le président. Malheureusement, c'est une nouvelle fois un effet d'annonce, puisque alors qu'il y a 53 000 mineurs qui sont dans une totale impunité, c'est-à-dire qui n'ont aucune sanction après leur premier acte de délinquance parce qu'il n'y a aucune solution, le président de la République nous propose seulement 200 places. Peu de réaction politique, mais une levée de boucliers pour les professionnels du monde carcéral, qui renvoie la candidate et le président dos à dos. Le service citoyen a déjà existé, mais vite abandonné pour absence de résultats. À chaque fois, c'est toujours des périodes un peu cycliques dans ce type d'annonces et de mesures qui ne sont pas nouvelles, mais qui n'ont pas prouvé leur efficience. La seule efficience en la prise en charge des mineurs en difficulté, c'est l'éducation. C'est l'éducation avec des moyens, une palette de moyens et de solutions alternatives et du temps. Du temps, c'est probablement ce qu'il manque à Nicolas Sarkozy à quelques mois des présidentielles. Son annonce de 30 000 places supplémentaires dans les établissements pénitentiaires sera par exemple effective, mais en 2017. Dans l'affaire Bourgi, notons que le parquet de Paris annonce qu'il ouvre une enquête pour entendre l'avocat qui donc a raconté avoir transporté des valises de billets. Jean-Pierre Raffarin, réconcilié avec Nicolas Sarkozy, qu'il avait trouvé, on s'en souvient, irresponsable en contestant la hausse de la fiscalité sur les parcs à thème. Finalement, l'ancien Premier ministre a obtenu satisfaction sur ce point. Invité tout à l'heure de Preuve par 3, Jean-Pierre Raffarin a confirmé la fin de la fâcherie qu'il a fait d'ailleurs revenir ce matin au petit déjeuner de la majorité à l'Élysée. Je suis quelqu'un qui a eu des responsabilités d'État. Je mesure bien qu'il y a d'autres sujets et donc je ne veux pas filer la métaphore. Je me suis exprimé, je me suis même rebellé parce que je veux le respect dans notre République. Mais au fond, la page est tournée, la situation est apaisée, les choses sont clarifiées. De son côté, le Parti socialiste met les bouchées doubles pour réussir ses primaires que les Français trouvent compliquées, selon un sondage Via Voice publié ce matin par le journal Libération. Sur le terrain, l'organisation du scrutin à venir n'est pas chose facile. Il faut expliquer et puis mobiliser également. C'est ce qu'a fait Harlem Désir ce matin, le patron par intérim du Parti socialiste, et donc cheville ouvrière de ce scrutin des primaires. Nous allons démultiplier les parutions de pages d'information qui indiqueront aux Français, qui rappelleront d'abord la date, le fait que tout le monde peut venir voter, que toute la France peut voter les 9 et les 16 octobre, et qui, évidemment, indiqueront qu'en allant sur le site Les Primaires Citoyennes, chacun peut trouver son bureau de vote. Je vous rappelle que l'on recevra dans un instant l'un des candidats à ces primaires socialistes, seul qui ne soit pas d'ailleurs socialiste, Jean-Michel Baillet, radical de gauche. Le point tout de suite sur une nouvelle journée agitée sur les marchés, même si la bourse est terminée sur une note positive, 1,41%, avec de folles rumeurs, toujours aujourd'hui, sur une initiative franco-allemande sur la Grèce, finalement démentie. Mais la bourse est donc repassée dans le vert, ainsi que plusieurs valeurs bancaires, toujours très chahutées par ailleurs. Margot Aubrio.
Le destin de la Grèce tient désormais à un fil. S'il ne reçoit pas très vite la prochaine tranche de 8 milliards d'euros, le pays sera à court de liquidités en octobre. La Grèce en faillite, c'est le scénario du pire qui se profile. Les marchés s'affolent, alors les dirigeants européens tentent coûte que coûte de rassurer. C'est aujourd'hui la chancelière allemande qui l'affirme, l'Europe n'abandonnera pas la Grèce. Nous travaillons avec tous les moyens à notre disposition afin que cela n'arrive pas. Nous devons éviter tout processus incontrôlé dans la zone euro. Les marchés continuent, eux, à douter de la capacité des pays européens à se mettre d'accord pour financer un plan de sauvetage. Toute forme d'incertitude est un facteur de volatilité pour les marchés. S'il y a des décisions majeures qui sont adoptées à un niveau collectif et avec un engagement collectif pour respecter ces engagements, automatiquement, ça va rassurer les marchés. Alors le monde entier est au chevet de la Grèce. Demain, une réunion d'urgence est prévue au FMI. Au programme aussi une téléconférence cruciale. Ah, excusez-nous, nous avons eu un petit problème technique qui ne nous permet pas donc de voir la fin de ce sujet, vous l'avez compris. La convocation de la juge de Nanterre, Isabelle Prévost-Després, par un juge d'instruction bordelais en charge de l'affaire Bettencourt reportée, apprend-on. Le Monde annonçait ce soir son audition pour demain matin sur le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. La vice-présidente du tribunal de grande instance de Nanterre a par ailleurs été dessaisie de la présidence du futur procès du Mediator, un dessaisissement qu'elle aurait elle-même souhaité. Dans le dossier du Mediator, le laboratoire Servier serait intervenu pour faire corriger un rapport du Sénat, information du Figaro.fr qui relance les interrogations sur les liens et les rapports donc entre des élus et le laboratoire Servier. La sénatrice Marie-Thérèse Hermange se défend en affirmant ce soir qu'aucun élément n'a été corrigé dans son rapport où l'on relève toutefois des critiques acerbes dirigées contre l'AFSAPS. Décidément, la théorie du genre selon laquelle l'identité sexuelle est une construction culturelle a du mal à passer auprès de nombreux parlementaires. Un groupe de 133 sénateurs, près d'un tiers du Sénat, proteste à son tour contre l'évocation de cette théorie. Dans les livres de Science et Vie de la Terre de première, les sénateurs demandent le retrait de cet enseignement dans les manuels scolaires. La suite du 18h avec notre invité, donc Jean-Michel Baillet. Bonsoir Jean-Michel Baillet, candidat donc aux primaires socialistes, mais sans lettres. Mais vous participerez bien jeudi soir au premier débat télévisé sur France 2. Bien naturellement. C'est la fin de heureux de participer à un débat télévisé. Et trop mécontent d'avoir été un peu écarté des médias notamment ces derniers temps. Totalement exclu malheureusement, car je vois que 5 de mes compétiteurs sont passés aux journaux de 20 heures de France 2, de TF1, et que le 6e n'a pas été invité. Même pire, on a refusé de l'inviter. Le racisme, dites-vous ils ne doivent pas aimer les radicaux, c'est dommage, parce que je porte une petite musique différente, et je fais en sorte que ces primaires soient non, comme vous l'avez dit, des primaires socialistes, mais des primaires citoyennes. Oui, peut-être qu'on se demande ce que vous faites effectivement dans ces primaires, vous qui n'êtes pas socialiste, que vous avez vu les sondages, il y en a un publié par Libération ce matin, vous arrivez à 1%. Alors on se demande, que faites-vous ici ? Il me semble qu'il faut être cohérent en politique. Je suis le premier à avoir demandé que des primaires soient organisées dès 2005. Le jour, c'est une réalité. Il y a quand même une certaine logique à ce que j'y sois. Deuxièmement, j'espère que les socialistes sont satisfaits que je n'aie pas entre eux, qu'il y ait quand même quelqu'un de différent. Moi, j'aurais aimé que ces primaires soient ouvertes à toute la gauche, qu'il y ait les Verts, le Front de gauche, les communistes. Et je suis sûr que ce sera le cas la prochaine fois, parce que c'est un bon exercice pour confronter nos idées, pour que nos concitoyens choisissent leur champion. Nous serons en ordre de bataille à 6 mois de l'élection, ce qui est différent de la dernière fois, et nous avons quand même le même objectif, c'est l'alternance. Est-ce que vous avez déjà un candidat de choix parmi les 5 socialistes? Nous venons de dire que j'avais du mal parfois à faire entendre la voix de Jean-Michel Baillet, ça suffit à ma préoccupation du moment, mais par contre, si par cas, au soir du premier tour, je n'étais pas en tête, mes amis radicaux se réuniraient et diraient leur choix, oui. Oui, il faut prendre ses responsabilités en politique. En tout cas, c'est la tradition des radicaux, ce sont des républicains convaincus. Pour l'instant, en tous les cas, vous attendez pour voir. Pour l'instant, je défends ma candidature et j'espère que beaucoup de Français qui vont peut-être me découvrir un peu, là, quand même, dans la dernière ligne droite, voteront pour moi et pour mon programme. J'ai vu d'ailleurs que vous avez mon livre. Bien sûr, nous avons votre livre. L'audace à gauche, on va en parler. Merci. On va entrer dans votre programme, Jean-Michel Baillet. Mais certains se disent, il prépare déjà le coup d'après, c'est-à-dire la négociation avec le PS pour les législatives, pour que vous ayez suffisamment de députés radicaux de gauche. Mais point du tout, les négociations ne se sont jamais arrêtées, elles sont toujours
toujours très difficile entre les socialistes et les radicaux. Je peux même vous dire, il y a eu une négociation encore cet après-midi. Alors, vous voyez que cela n'est pas lié, non. Il y a la campagne présidentielle, il y a les idées que l'on veut présenter, il y a la volonté de faire gagner la gauche, il y a un programme différent qui est celui des radicaux, alors que les 5 autres sont liés par le programme du Parti socialiste. Et puis, il y a naturellement, à droite comme à gauche d'ailleurs, des discussions concernant la préparation des élections législatives. Et ça, c'est traditionnel, voire d'ailleurs des élections sénatoriales. Vous ne redoutez pas quand même d'être moins bien traité que les Verts écologistes aux législatives? Pourquoi le serais-je? Il y a toujours des frictions, on le sait, hein, dans le cadre de ce genre de négociation. Toute négociation est difficile, mais il faut être respectueux. Alors quand un parti est très puissant, il est un peu hégémonique, mais on arrive toujours à s'entendre. Ce qui compte, c'est de faire une vraie majorité pour redresser la France et changer de politique. D'accord. Votre programme est donc différent sur certains points, vous allez pouvoir nous l'exposer. En quoi seriez-vous plus libre? Je suis plus libre, je le répète, parce que les socialistes sont quand même liés par un programme qu'ils ont adopté à l'unanimité. Vous êtes vous-même lié par votre programme, je l'ai là. Mais oui, mais moi je suis moi-même. Les 5 autres ont le même programme. Moi, je suis moi-même, et effectivement, je défends un projet d'Europe fédérale, je défends un projet de gouvernance économique européenne. Ça, on le retrouve également dans d'autres... Ah non. Quand j'ai commencé à parler de gouvernance économique européenne, j'étais le seul début. Oui. Maintenant, je vois que compte tenu des événements graves, tout le monde milite pour cela aujourd'hui, vu l'ampleur de la crise. Une fois de plus, avaient raison avant les autres. Et puis sur beaucoup d'autres sujets. Sur le plan sociétal, nous allons en parler, je crois, tout à l'heure en fin de journal. Sur l'euthanasie, on en parlera. Sur l'euthanasie, sur la légalisation du cannabis, sur la recherche bioéthique, sur le mariage homosexuel, sur le mot parentalité. Voilà, je peux vous dire beaucoup de choses qui sont dans mon programme et différentes des propositions du Parti socialiste parfois. Et parfois, nous nous retrouvons naturellement. Nous sommes quand même dans le même camp. Il faut qu'on soit d'accord sur un certain nombre de sujets. Bien sûr. Par exemple, sur la réduction des déficits, vous avez noté que les sondages montrent que la France est crédible. La gauche est crédible sur ce sujet. Est-ce que vous êtes surpris alors que jusqu'à présent, la gauche particulièrement, vous peut-être moins, a toujours critiqué bien le gel des dépenses publiques, la réforme des retraites, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite? Sur la réforme des retraites, je suis de ceux qui ont dit qu'on ne reviendrait pas en arrière et qu'il fallait naturellement améliorer avec une retraite par points, ne pas toucher à la répartition, mais qu'on ne reviendrait pas en arrière. Sur le reste, ce que nous critiquons, c'est la démolition des services publics, que ce soit l'école, que ce soit les services publics en milieu rural ou en milieu urbain, la police, la poste et tout ce que nous voyons démanteler. Moi, je suis pour un moratoire des services publics, c'est-à-dire on gèle les fermetures et on fait l'état des lieux. Nous avons critiqué aussi le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 dans ce que tout cela a d'aveugle. On pourrait le faire de manière avec discernement et de manière distincte selon les priorités. Dans l'éducation nationale, il y a quand même aujourd'hui une situation qui est totalement inacceptable. Mais ça ne veut pas dire que la gauche n'ait pas compris la nécessité, je vais employer le terme, de rigueur. Car nous ne sortirons pas de là sans prendre un certain nombre de mesures douloureuses. Et en ce qui me concerne... Par exemple, alors annoncez-les, celles-là, les mesures douloureuses. En ce qui me concerne, je suis partisan de convoquer dès le mois de septembre 2012, donc dans un an après la présidentielle, une conférence nationale du redressement avec la majorité, avec l'opposition et avec les partenaires sociaux, parce que je vois qu'aujourd'hui, finalement, sur ces sujets, nous sommes tous à peu près d'accord sur le principe. Mais comme il y aura des arbitrages difficiles à faire, il faut essayer de faire un vaste rassemblement républicain pour pouvoir porter les efforts que nous ne manquerons pas de demander aux Français. Est-ce que selon vous, François Hollande a commis un impair en promettant de réembaucher 60 000 à 70 000 personnes dans l'éducation nationale, les emplois supprimés depuis 2007. François Hollande a voulu dire clairement que l'éducation nationale était en mauvaise situation, non, mais là, il a donné qu'on était en train de la désespérer et qu'il fallait lui redonner espoir. Alors est-ce que ça doit être 30 000, 50 000, 60 000 ? Moi je pense qu'il faut faire attention avant de lancer des chiffres. Mais donner un signal fort pour qu'on dise bien que la priorité est de nouveau à l'école publique et ne pas désespérer ni les parents d'élèves, ni les maîtres, ni les enfants, je crois qu'en matière, il a bien fait. Devait-il donner un chiffre précis ? Bon, nous verrons ce qu'il en est dans le débat. Ça va contre l'idée de rigueur, puisque le mot ne vous fait pas peur. Il le finance quand même, en disant que c'est la réduction des niches fiscales, et il y a des milliards et il y a beaucoup d'argent à gagner là-dessus, puisque ça se chiffre à milliards effectivement, qui permet de financer. Parce qu'il faudra quand même bien relancer la croissance, il faudra quand même bien remettre les services publics en état, et il y aura un certain nombre de décisions à prendre, mais nous les financerons par la
disparition ou la réduction de certains privilèges ou de certains avantages qui n'avaient pas lieu d'être. Vous voulez qu'un consensus politique se dessine, hein, je pense que dans le moment difficile de la vie ouais. du pays, il faut être capable de se mettre d'accord. Ça n'est pas possible aujourd'hui puisque nous sommes en campagne électorale, nous sommes en fin de quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais demain nous aurons quand même à régler des problématiques très graves et très difficiles. Et nous sommes déjà dans la crise aujourd'hui. Oui. Bon. C'est pour cela que j'en appelle à l'Europe. Parce que la solution ne sera pas franco-française, elle peut être européenne. L'idée de ce consensus que vous défendez est de cette main tendue peut-être à l'opposition d'alors, s'il y a alternance en 2012. Est-ce que c'est pour cela que vous restez proche de Jean-Louis Borloo? Je reste proche de Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo a toute mon amitié et mon estime. C'est un homme courageux et c'est un radical aussi, même si son radicalisme est différent. Aujourd'hui, nous sommes quand même sur des chemins qui ne se rencontrent pas, puisque Jean-Louis Borloo semble vouloir porter sa propre candidature, mais dans un camp clairement identifié à la droite. Provoquant la colère de l'Élysée, vous avez... Oui, ça, c'est pas mon affaire, les colères de l'Élysée. Je laisse à Jean-Louis Borloo, à d'autres, le soin de les gérer. Et moi-même étant dans le processus des primaires pour rassembler la gauche et faire gagner la gauche et créer les conditions d'alternance. Donc nous ne sommes pas sur le même parcours en ce moment, même si nous avons beaucoup d'estime et d'amitié l'un pour l'autre. Très bien, et on verra demain. Ah non, je ne dis pas ça. Écoutez, on peut quand même... La politique, c'est pas la guerre civile. On peut avoir des amitiés dans des camps différents et même se retrouver sur un certain nombre de points. Mais là, en l'occurrence, le temps n'est pas venu. Très bien. Avant 2012, il y a le 25 septembre, Michel Baillet, avec les élections sénatoriales. Est-ce que vous croyez à une victoire de la gauche ? Je l'espère, je la souhaite de tout mon corps. L'alternance serait un signal formidable. L'alternance au Sénat serait un signal formidable envoyé pour l'alternance tout court 6 mois après. C'est très important. J'ai vu d'ailleurs que ça commence un peu à chauffer, que Jean-Pierre Bel a mis à reprocher au président Larcher un certain nombre de comportements, d'utiliser les moyens du Sénat, des nominations, bon, ça ne m'avait pas échappé, la réserve parlementaire. Moi, je suis pour supprimer cette réserve parlementaire, parce que c'est le... Ce sont des fonds qui permettent de subventionner des projets locaux. Non, mais c'est le système de toutes les injustices. Alors, selon que l'on soit président du Sénat, on attend, rapporteur général du budget, on attend, quand on est à la commission des finances, on attend, quand on est président du groupe, on attend. C'est-à-dire, c'est opaque, personne ne sait qui a exactement combien, ça crée beaucoup de difficultés, et qu'un système, quand il n'est pas transparent, il n'est pas viable. Vous dénoncez un système, le système. Oui, je dis un système qui n'est pas transparent. Alors, mais Jean-Pierre Bel, lui, il dénonce le comportement de Gérard Larcher. Vous le rejoignez là-dessus? Mais je rejoins Jean-Pierre Bel si réellement Gérard Larcher utilise la réserve parlementaire pour des projets qui ne sont pas ceux de son département, alors que normalement, c'est cela la logique. Mais... je répète, c'est un système qui est en fin de vie parce qu'il manque de transparence. En tous les cas, si le résultat est très serré, il le sera apparemment. Tout le monde s'accorde sur ce point, à droite comme à gauche. Jean-Michel Baillet, le groupe auquel vous appartenez, qui est présidé par Yvon Collin, le groupe RDSE, pourrait jouer un rôle clé pour la désignation du président du Sénat. Bien sûr, les radicaux de gauche sont très majoritaires dans ce groupe et j'espère qu'ils le seront encore plus après le renouvellement. À partir de là, si ce que je lis, ce que j'entends, quand je vous écoute vous-même, est vrai, c'est-à-dire que ça pourrait se jouer à 2, 3, 4, 5, 6, enfin moins de 10 voix. Il va de soi que notre groupe arbitrera. Et s'il arbitre, eh bien, il fera connaître sa position. D'ailleurs, votre ambition, vous pouvez peut-être déjà nous l'annoncer. Non. Moi, je constate que le dernier président du Sénat était radical, c'était Gaston Monnerville, dernier président du Sénat de gauche, naturellement, et que si c'était le cas de nouveau, j'en serais très heureux. Mais nous n'en sommes pas là. En tout cas, nous nous réunirons le surlendemain de l'élection. Je réunirai les radicaux du RDSE autour de moi et nous parlerons de la position à prendre quant à l'élection à la présidence. Vous avez l'espoir éventuellement de décrocher un candidat. Voire éventuellement présenter un candidat en fonction de la situation qui sortira des urnes, évidemment. Alors, encore un point d'actualité. Les révélations... C'est bien que les radicaux existent au Sénat et à l'Assemblée, j'espère que nous constituerons un groupe la prochaine fois également. Voilà, mais on en parlait au début de cet entretien. Ça, c'est l'objet des négociations avec le Parti Socialiste. Les révélations de l'avocat Robert Bourgi vous ont-elles surpris, Jean-Michel Baillet, ces mallettes d'argent sales de la France-Afrique? Mon premier poste gouvernemental, j'étais secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Donc j'ai un peu vu comment tout cela se passait de loin, puisque je n'étais pas en charge directement de ces dossiers. Il y avait un ministre de la coopération. Me surprendre, dans l'absolu, non. Il y a eu, pendant longtemps, des comportements très condamnables. Est-ce que tout cela perdure aujourd'hui? Je n'en sais rien. L'avocat Robert Bourgi me semble quand même une personnalité étrange.
Très bien. Allez, autre chose dans l'actualité, mais vous l'avez abordé, c'est la question de l'euthanasie. Le docteur Bonnemaison, donc soupçonné d'avoir abrégé la vie d'au moins 7 personnes âgées à Bayonne, a été laissé en liberté aujourd'hui. On sait qu'il a reçu beaucoup de soutien, de partisans de l'euthanasie. Vous allez nous dire dans un instant si vous avez envie de le comprendre et même de le défendre. Vous allez débattre avec Valérie Boyer, qui est secrétaire nationale de l'UMP en charge de la santé, qui, elle, défend la loi Leonetti. Elle estime que ça suffit. Vous allez pouvoir engager le dialogue dans un instant. Juste après ce dernier élément, donc, dans un dossier qui reste douloureux, avec Julie Hulin. Libre. Un mois après sa mise en examen, la Cour d'appel de Pau a ordonné ce matin le maintien en liberté sous contrôle judiciaire du docteur Bonnemaison. L'urgentiste, soupçonné d'euthanasie sur 4, puis sur 7 patients, entre avril et août 2011, est soulagé. C'est un soulagement, mais je vais avoir à m'expliquer maintenant. Donc ça va être un long parcours. Je vais m'expliquer et c'est ça qui me tient à cœur. Son contrôle judiciaire prévoit l'interdiction d'exercer la médecine, de prendre contact avec des membres de son ancien service ou avec les familles. Des familles et des infirmiers présents en nombre ce matin pour le soutenir. Il n'a pas fait ça à la légère et ce n'est que dans un cadre très particulier qu'il a agi pour soulager les gens, uniquement. Et en rapport avec la famille, d'ailleurs aucune famille n'a porté plainte. Tout comme les familles, l'Ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques a refusé de porter plainte. Mais le bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins en a décidé autrement. Il devrait formellement porter plainte mercredi dans cette affaire. L'UMP a lui décidé de s'attaquer au sujet en organisant aujourd'hui une réunion à son siège. Aucune nouvelle législation n'est envisagée. Voilà, donc je vous le disais, Valérie Boyer nous a rejoint. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire nationale de l'UMP en charge de la santé et puis députée des Bouches-du-Rhône. Nous allons débattre du cas de ce docteur Bonnemaison et puis plus généralement de l'euthanasie. Est-ce que vous n'apportez pas votre soutien à ce médecin, hein, contrairement à beaucoup de personnes localement? Moi, je n'ai pas apporté mon soutien à ce médecin ou pas. Il y a une affaire qui est en cours de jugement, donc on verra ce que la justice dira. Je vous ai vu réagir quand même au reportage quand on entendait effectivement l'avocat dire qu'il n'y a pas eu de plainte des familles, mais ça ne saurait expliquer le geste du médecin pour vous? Pour moi, ça ne suffit pas à expliquer le geste du médecin, mais on verra ce que la justice dira. D'une manière générale, c'est vrai que l'euthanasie, c'est s'octroyer le pouvoir de donner la mort à autrui. Et moi, je suis contre. Je pense que le cadre fixé par la loi Leonetti suffit. Pour moi, il n'y a rien de digne de mourir comme on peut le faire en Hollande ou en Suisse, hein, puisque là-bas, l'euthanasie existe. C'est mourir dans la solitude. Au contraire, quand on veut mourir dans la dignité, c'est qu'on veut ne pas souffrir. Donc il faut poursuivre les efforts qui ont été entamés dans le cadre de la loi de 2005, de la loi Leonetti. Qui permet déjà beaucoup de choses. Qui permet déjà beaucoup de choses et qui permet surtout, qui protège à la fois les familles, les malades et les personnels soignants. Parce que ça, c'est vraiment très important. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte le nombre de personnes âgées qui décèdent à l'hôpital, seules souvent, hein. Elles vont rentrer à l'hôpital en se disant je suis trop vieux, on va me faire mourir plus tôt. Le poids que ça peut faire porter aussi sur les familles ou sur les médecins qui vont devoir, enfin qui pourraient être confrontés seuls à ça. Donc moi je suis totalement opposée à ça. Il a expliqué, le docteur Bonnemaison, souvent ça se fait comme ça dans un regard, une poignée de main. Ça fait quand même un peu peur, non, Jean-Michel Baillet? Oui. Moi, je pense que les Français ont soif de liberté. Il y a 35 ans, grâce à Simone Veil, on a reconnu le droit à la naissance en portant et en légalisant l'avortement. Aujourd'hui, il est temps de reconnaître le droit à mourir dans la dignité. C'est parlant, ce reportage. Les familles ne portent pas plainte, l'ordre des médecins le soutiennent, ses collègues le soutiennent. Ça prouve que la loi Leonetti, qui est allée dans le bon sens, qui a essayé de faire avancer les choses dans la bonne direction, il faut le reconnaître, est insuffisante. Et il faut vraiment mettre un cadre juridique avec un comité d'éthique, avec les familles, avec, si possible d'ailleurs, les patients eux-mêmes qui peuvent avoir envie de demander que l'on abrège leur souffrance. Mais on ne peut pas en rester là. Regardez en quelle situation nous nous trouvons. Quand vous dites, madame, que vous attendez la décision de justice, bien sûr qu'il sera condamné puisqu'il a enfreint la loi. Mais ça prouve que cette loi n'est pas bonne. Et je vous répète qu'à 35 ans, sous la poussée de l'opinion publique, nous avons avancé et nous avançons. Mais si, c'est exactement la même chose. Le droit à la
naissance, qui est le même droit à la indécent. mort. Excusez-moi, C'est quand je trouve même même que la l'amalgame est liberté totalement de indécent. chacun. Aujourd'hui, attendez, aujourd'hui, il faut savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, nous avons plus que doublé les équipes de soins palliatifs. On est passé, il y a 850 millions d'euros qui sont consacrés chaque année à la demande du président de la République lui-même pour améliorer l'accompagnement en fin de vie, les soins palliatifs. On est passé ces 5 dernières années de 700 à 3000 places de soins palliatifs avec des équipes mobiles de soins palliatifs. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, confondre l'accompagnement en fin de vie, parce que c'est de ça dont il s'agit de l'intime, il s'agit de faire les choses avec subtilité. En aucun cas, il s'agit de se retrouver devant un cas comme celui que vous venez de décrire, monsieur, où le médecin juge que ça se passe dans un regard, dans une poignée de main. Mais où on est aujourd'hui? Le cadre de la loi prévoit que en aucun cas, quand il y a un arrêt de traitement, le médecin est seul face à cette difficulté d'arrêter un traitement. Parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, ou alors de donner des calmants qui permettent de mourir dignement. Qu'est-ce que c'est mourir dignement? C'est pas souffrir. Il n'y a aucune personne qui est accompagnée et qui a, qui est accompagnée dans sa douleur, qui demande à mourir plus vite. Alors, et quand bien même, excusez-moi, je termine, quand bien même ce serait le cas, ce n'est pas à la société d'en assumer le choix, mais à la personne elle-même. Moi, je pense qu'en aucun cas, c'est à la société. Sinon, écoutez, on nous joue soleil vert, là. C'est pas à la société d'assumer le choix d'une personne qui souhaite mettre fin à ses jours. La société et le cadre législatif, il est là pour protéger le malade, il est là pour protéger les soignants, il est là pour protéger la famille. Il y a des améliorations à apporter. Par exemple, on pourrait peut-être mieux suivre ce qui se passe aujourd'hui en identifiant plus finement tout ce qui se passe sur la fin de vie, peut-être en améliorant la tarification à l'activité dans ce domaine. On pourrait peut-être créer un chapitre supplémentaire dans la charte des droits du patient, mais en aucun cas, en tout cas moi je m'y opposerai farouchement, légiférer sur l'euthanasie. C'est vraiment un terme qui est absolument épouvantable. Et les pays qui l'ont pratiqué, bien, je pense qu'il n'y a rien de digne dans la façon dont ça se passe. C'est mourir dans la solitude. Un désaccord fondamental sur la notion de dignité, là, Jean-Michel Baillet. C'est la timidité de Mme Boyer, parce qu'elle veut bien avancer à petits pas, mais au moment où on est tout à fait en fin de vie, elle dit c'est pas la société de choisir. C'est pas la société, mais c'est un comité d'éthique, c'est à la famille et aux malades s'ils souhaitent cesser. Le cadre de la loi Leonetti, s'ils souhaitent cesser de souffrir, parce qu'autrement ça donne quoi? Cesser de souffrir, attendez, je vous ai écouté tranquillement, faites preuve de la même patience, merci. Ça donne quoi autrement? Ça donne Ariel Sharon, qui est un légume depuis 4 ans sur un lit d'hôpital. C'est ridicule. Nous sommes au XXIe siècle. Les Français ont soif de liberté, je répète. Ils veulent être maîtres de leur destin, y compris être maîtres de leur vie. Et je suis convaincu que le droit à mourir de la dignité sera reconnu en France comme il est dans un certain nombre d'autres pays. Mais c'est étonnant quand même que ce pays soit, et cette majorité en particulier, tellement conservateur. Nous sommes opposés au mariage homosexuel. Des pays catholiques comme l'Espagne, comme l'Argentine l'ont adopté. Nous sommes opposés au droit à mourir dans la dignité. Il ne faut pas être ringard, il faut être capable d'avancer vers le progrès. On a droit à tous les poncifs et à tout l'amalgame possible. Parce que traiter un malade qui est dans le coma de légumes, moi je trouve ça vraiment indigne et choquant. Vous ne pouvez pas quand même contester qu'Ariel Sharon est cliniquement mort depuis 3 ans et demi et qu'il est comme un légume. Mais qui êtes-vous pour décider qu'Ariel Sharon ou tous les malades, qui sont dans le coma sont des légumes? Vous êtes la seule madame à ne pas connaître la situation d'Ariel Sharon. Je ne m'attendais absolument pas à avoir sur une chaîne comme Public Sénat un débat de ce bas niveau. S'il n'est pas du tout de bas niveau, c'est la réalité des choses. Vous niez la réalité de l'évolution de la société et de la vie. Vous connaissez le cas de M. Sharon? Mais bien sûr, tout le monde le connaît. Il y en a beaucoup d'autres. C'est pour ça que ce débat se pose. Non mais que vous soyez conservatrice, c'est légitime. Est-ce qu'on a un débat d'une autre tenue, surtout de la part d'un ancien ministre et d'un candidat à la présidence de la République? Je suis vraiment outrée. Mais soyez outrés, mais entendez-vous entendre des choses qui sont les questions que se posent les Français. Voilà. Non, excusez-moi. On voit bien jusqu'où ce genre de propos peut nous mener, parce que ce sont des propos indignes et particulièrement inquiétants pour les malades qui rentrent à l'hôpital et qui peuvent craindre pour leur vie et leur fin de vie. Souciez-vous des problèmes des Français et de leur volonté et de leurs droits. Je m'en soucie, mais avoir affaire à des personnes comme vous en fin de vie, c'est particulièrement effrayant. J'ai été quand même respectueux de vous, soyez aussi respectueuse. Traiter un malade de légumes, c'est hallucinant. Non, mais des personnes comme vous, moi je vous respecte. Merci respectez-moi à tous les deux. Merci d'avoir participé. Merci. Vous ne le respectez pas. Merci à tous les deux. En tous les cas, il y a beaucoup de débats sur la chaîne Public Sénat, tous de grande tenue. On accueille toutes les opinions et chacun s'exprime avec ses mots. Allez, bonsoir à tous. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal. C'est scandaleux ce type de propos. Bonsoir à tous.
Il y a 10 ans, 4 avions kamikazes frappaient les États-Unis au cœur et provoquaient un séisme planétaire. 10 ans plus tard, Ben Laden est mort, les États-Unis annoncent leur retrait d'Afghanistan et l'Amérique se souvient. Mais comment garder la mémoire d'un événement comme celui-là? Comment la faire vivre? Memory Land, c'est le docu et le débat de la semaine sur Public Sénat. Benoît Duquesne présente Le Débat, dimanche à 10h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.